Précédemment, vous aviez qu'à suivre. Place à la baston! Ça, c'est fait. Salut à tous. Pour cette vidéo, j'avais plus d'acolyte, donc j'ai fait appel à un remplaçant. Salut, je suis juste venu là pour dépanner moi. Hein. On retourne sur des Pokémon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la 5G et on va découvrir pourquoi en Asie on dort sur le ventre, pourquoi les mines c'est triste, pourquoi je suis miroirophobe, pourquoi le yin yang c'est cool et pourquoi dans Pokémon vous pouvez capturer et combattre avec une victime des attentats du World Trade Center. Métaphoriquement, mais je suis sérieux. Heureusement qu'on n'est pas monétisé. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, voici ce que je pense. Chaque génération a construit sa mythologie autour de thèmes principaux. Un exemple. Pour la 6G, je vous l'ai dit, c'est la mythologie nordique. Pour la 7G, c'est le design de Dieu Maya et l'alchimie. J'en rajoute une, c'est cadeau. Pour la 3G, c'est la religion hébraïque, avec l'Apocalypse selon Saint Jean, avec Behemoth et le Léviathan qui se fight, et Dieu qui vient les arrêter. Et puis il y a les Regis qui sont des golems, des figures hébraïques. Et Latios et Latias qui sont les Pokémon Éon, les entités abstraites Syzygy, des émanations de Dieu qui marchent par couple et dont Saint Jean fait référence dans ses écrits, notamment l'Apocalypse. Mais ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Alors la 5G, elle est sur quoi? Ah, bonne question. Eh bien que la géographie de la région d'Unis soit basée sur New York, et croyez-moi, je prévois de faire une vidéo là-dessus, le thème principal de la 5G est le folklore asiatique. Même s'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les 4 mousquetaires. Prêt à partir dans le folklore asiatique? C'est parti! Pour commencer, intéressons-nous au trio des génies. Pourquoi tu fais ça avec tes... Oh mon dieu, j'ai pas de doigts! En français, nous avons Démétéros, Boréas et Fulguris, qui sont respectivement dieu de la fertilité, dieu du vent et dieu du tonnerre. Ah oui, Démétéros c'est une référence à Déméter, déesse de la fertilité. Fulguris ça vient de fulgur, le latin pour éclair, et Boréas vient de Boré, le dieu grec du vent du nord. C'est donc un hommage au dieu gréco-romain. Non. Alors c'est simple, tu prends la VF, tu prends le sac poubelle, et tu mets la VF dans le sac poubelle. Parce qu'en fait, on a été les seuls à changer les références pour faciliter la compréhension. Mais leur vraie origine est asiatique. Elle est basée sur 3 kami. Ces 3 esprits polymorphes facétieux qui prennent une apparence humanoïde. Fulguris, type électrique vol, représente le kami du tonnerre Raijin, qui a donné Raiden, le dieu du tonnerre. Celui-ci est entouré d'une chaîne de tambour sur lequel il tape pour faire tomber la foudre. Exactement comme Fulguris, dont le Pokédex nous dit que des éclairs sortent des chocs qu'il provoque avec sa queue. Pareillement à son frère Fujin, il ne touche jamais le sol, marche sur un nuage, a les cheveux en bataille et une grosse moustache typique des kami, ainsi que, je cite, une peau semblable à une panthère. C'est-à-dire les tâches que leur version Pokémon possède. Il est normalement représenté avec 2 cornes, tandis que son frère n'en a qu'une. Oh punaise, ils sont emmêlés les pinceaux avec son frère. Oh. Son frère, c'est le kami du vent, Fujin, qui utilise un sac en arc de cercle rempli de vent pour balancer les tempêtes. Ce sac rappelant la queue du Pokémon. Alors j'ai une anecdote pas piquée des hannetons à leur sujet, ça va être intéressant. Fais vite, on n'a pas beaucoup de temps. Voici l'histoire de pourquoi en Asie on ne dort pas sur le dos. Il en existe de nombreuses variantes d'ailleurs. Le soir d'orage, quand Raijin et Fujin volent dans le ciel, il arrive que Fujin voit un habitant en train de dormir. Si celui-ci est ventre à l'air, il va venir se reposer dans son nombril. Son frère Raijin va alors faire tomber un éclair sur le bidon du pauvre habitant pour y déloger son frère. À cause de cette superstition, on évite de montrer son nombril. Et ça pourrait être un hommage à ce mythe que Fujin, Boréas, dispose d'une excroissance rouge à cet endroit. Oui, parce que Boréas il était censé être rouge de base. Vous allez comprendre. Le chef et le plus important des 3 kami est représenté par Démétéros. Il s'appelle Inari, et c'est lui aussi le kami de la fertilité, souvent accompagné d'esprits Kitsune. Les renards à multiples queues au pouvoir magique et pyrotechnique. Ça ne vous rappelle vraiment personne. Et c'est parce qu'il traîne avec eux qu'il prend la forme d'un humanoïde ou d'un renard. Et il a la capacité de voler et de fertiliser les champs. Tout comme dans le jeu, il est un des rares kami considérés comme objectivement bons, et des hôtels sont érigés à Unis, comme au Japon, en son honneur. Donc en gros, c'est un pote des humains et des fenards. Et bah justement, dans Noir et Blanc, l'hôtel Abondance érigé en son honneur est le seul endroit où l'on peut trouver des fenards. Et au Japon, on peut trouver les esprits Kitsune au temple d'Inari. Comme explique la petite scénette précédant son affrontement, il s'est plusieurs fois chargé de régler leur compte aux 2 frères Fulguris Raijin et Boréas Fujin. Donc Démétéros, il est badass, mais moins méchant que les autres. D'ailleurs, c'est parce que Fujin et Raijin sont assez sadiques et imprévisibles que le talent de Fulguris et Boréas est un sort. C'est franchement cool comme origine, mais on peut aller plus loin avec eux, beaucoup plus loin. En utilisant un objet nommé le miroir sacré, miroir réfléchissant en japonais, ils révèlent leur forme originale, leur forme d'apparence humaine étant une forme, je cite, incarnée ou avatar, tandis que la forme totémique ou thérion est leur forme bestiale. Et avant même de m'intéresser à leur forme, une forme plus grande, plus imposante et plus puissante, il faut que je vous parle des croyances qui entourent les miroirs en Asie. Il est dit que quand on regarde dans un miroir, ce n'est pas notre image que l'on voit, mais des bêtes polymorphes
qui nous observent depuis le monde inversé. Leur but est de passer à travers le miroir en changeant de forme pour ne pas être reconnus et ensuite envahir le monde. Une fois de notre côté, le seul moyen de révéler la vraie forme de ces démons est de les mettre face à leur reflet. Certes. Et donc, avant de se métamorphoser en demi-dieu Pokémon, le trio des génies avait dans sa dimension la forme totémique que le miroir révèle. Mais encore... Vous n'êtes pas prêt à ce que vous allez entendre. Cette dimension étrange, directement reliée à la nôtre, une autrefois peuplée de démons qui nous observent à travers des reflets et miroirs, n'est autre que le monde Distorsion de Giratina. Quoi? Oui, la mythologie de notre monde, comme celle de Pokémon, est très claire. Démétéros, Boréas et Fulguris viennent du monde Distorsion. En effet, le Pokédex nous dit que Giratina observe les humains depuis le monde inversé. Mais comment fait-il? Le film nous éclaire à ce sujet, en nous montrant que c'est à travers les reflets dans l'eau et les miroirs. Or dans le folklore originel, outre le roi qui reste à surveiller depuis le monde de l'autre côté, les quelques démons qui sortent du miroir sont dirigés par un démon au corps de tigre. Et la référence au miroir depuis lequel ils nous observent et qui révèle leur vraie nature est en lien avec cette superstition. Et ce n'est pas tout. Ok... On a vu le design des formes incarnées et les inspirations d'autres légendaires, mais on ne s'est pas intéressé au design en lui-même de leur forme totémique, comme d'hab, est inspiré de la Chine. Et leur design est basé sur 3 des 4 symboles de la Chine. Bon, pour que tu comprennes, il faut tout d'abord que je te dise que dans une interview pour Nintendo Dream, le designer de Boréas, Kensugi Mori, a déclaré que celui-ci était censé être rouge à la base. Et alors? Tu comprendras. Fulguris avec son look reptilien, volant, allongé et bleu représente Mengzan, le dragon azur de l'Est. Boréas avec son look d'oiseau de proie et sa couleur voulue rouge représenterait l'oiseau vermillon du Sud. Et Démétéros avec son look de tigre blanc représente le tigre blanc de l'Ouest. Ça dit 4, mais en manque un. Bah oui, et il n'a pas de Pokémon pour le représenter. Celui qui reste du coup, c'est la tortue noire autour duquel s'entoure un serpent du Nord. Mais vu qu'un Pokémon est une entité unique, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Il serait peut-être pas aussi crédible que les 3 autres. Surtout qu'au point où on en est, ce qui en est le plus proche, c'est Caratroc. Bon, passons à d'autres légendaires, tels que Pyrax. Mais c'est pas un légendaire! Ouais, j'avoue, j'ai peut-être pas choisi le bon nom. C'est seulement un Pokémon extrêmement rare en 5G, qui apparaît physiquement dans le jeu tel un événement important dans le château enfoui. Il y a aussi le Pokémon principal de Goya, ainsi que son premier Pokémon qui est mort. Mort il y a bien longtemps et dont le décès l'a marqué au point de le pousser à quitter son poste de maître de la ligue et parcourir la région. C'est une mythe de feu à Cizel dont les inspirations de design peuvent varier entre la mythe de feu et le lys tiré. C'est le Pokémon Soleil. D'ailleurs, le Pokédex nous dit que quand le ciel s'est obscurci à cause des cendres d'un volcan, le feu d'un Pyrax aurait remplacé sa lumière pour aider les hommes. Son nom japonais fait écho à cette histoire, puisque dans Ulgamosu, on a Mosu qui signifie brûler, mais aussi Mosulu qui signifie imiter, copier. En bref, il a imité le soleil en brûlant. Cette histoire fait écho aux séraphins, dont la transcription Saraph veut dire brûler en hébreu. Des anges à 6 ailes rouges, brûlants et lumineux, qui descendent sur terre pour illuminer les hommes. Le Pyrax dans le désert est pour toutes ces raisons vénéré. On peut voir cela par le fait que le lieu dans lequel il est enterré est entouré de Darumacho, inspiré des Daruma, qui sont des poupées japonaises qui lui servent à faire des vœux. Donc les vœux sont visiblement dirigés à Pyrax. Daruma qui sont inspirés par le personnage de Bodhidharma, un vieux sage qui a passé tellement de temps à méditer qu'il en a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, presque tous les Pokémon importants de cette génération ont un rapport avec l'Asie. Je vais partir un peu loin. Je dis pas que c'est littéral, mais sans doute plus simplement ce que représente symboliquement Pyrax. Ce qui m'a tout d'abord mis la puce à l'oreille, c'est le rapport étrange que Goya a avec son Pyrax. Goya est calme et triste et se rend souvent à la tour des cieux, pour faire sonner le carillon afin d'apaiser les esprits défunts, et notamment celui de son Pyrax. Une violente maladie a emporté. Le 5 avril en Chine, c'est Qingming, la fête de la pureté et de la lumière. Durant cette fête, on va se recueillir sur les tombes de nos ancêtres, et nettoyer leurs tombes. L'origine de cette cérémonie est assez cocasse. En gros, un fonctionnaire du souverain en cavale, Jin Wengbong, a donné jusqu'à sa chair pour nourrir son roi, qui en reprenant le trône quelques années plus tard, se souvint de l'acte héroïque. Néanmoins, il ne put retrouver son bienfaiteur pour le remercier, mais apprit qu'il vivait dans les bois avec sa mère. Il eut alors l'idée brillante de mettre le feu à la forêt pour l'en faire sortir. Mais le fonctionnaire mourut carbonisé par les flammes. Et c'est pour ça que ce jour est le jour des morts. Cela explique que ce soit une journée de recueillement. Et le soir, on vient danser et chanter autour du feu pour le célébrer. Comme cette fête coïncide avec la période de reproduction des mythes, et que le feu les attire, on dit que l'esprit de l'être aimé revient voir les vivants une dernière fois sous la forme d'une mythe. Les mythes sont donc respectées en Chine, car elles représentent l'être aimé décédé. Mais Goya a un Pyrax, alors a-t-il remplacé le Pyrax mort par un autre, ou le Pyrax est-il littéralement celui qui a perdu Goya? On a quand même la confirmation que Goya a un petit-fils, Guyajava, on a même été chez Goya dans sa maison. Ce maître Pokémon est endeuillé, et il semble vivre seul. Peut-être qu'en partant de son poste de maître de la ligue pour aller de par le monde, il cherchait le Pyrax qui représentait sa femme morte de maladie. Wow, c'est assez faux exagéré quand même. Après, au niveau 100, il apprend quand même une attaque signature nommée Danse du Feu. Il apprend Danse Flamme, et il fut parmi les premiers Pokémon
à apprendre Papillou danse, ce qui renverrait à la fête du Kunming, où il faut danser autour du feu pour l'être mort, et où les mythes sont à l'honneur. Bah dans ce cas-là, le Pyrax qu'on trouve dans le bâtiment détruit, enfoui dans le désert. Tu sais, ce lieu où deux restes de tours sortent du sol, dans la région qui représente New York, à l'endroit exact où les deux tours jumelles se sont effondrées, entouré d'un désert de désolation, lui-même entouré de buildings, un peu comme si une catastrophe avait détruit cette partie de la ville. Tu vois où je veux en venir? Non, je ne dirais pas que Pyrax est l'esprit d'une victime du 11 septembre. Bon, comme tu veux. Passons maintenant à Victime. Vivant juste à côté du simili quartier des affaires de Manhattan, sous le phare de l'île Liberté, qui est une référence à Liberty Island, où se trouve la statue de la liberté, c'est un petit lapin rouge avec des ailes symbolisant la victoire. C'est d'ailleurs parce qu'apporter la victoire à celui qui la possédé dangereux qu'il est gardé et protégé sous le phare. Tout le monde le sait ça, mais à quoi il fait référence? Eh bien tout d'abord, une des références de Victini sera la déesse Niké, déesse grecque de la victoire qui elle aussi disposait d'ailes dans son dos. Bah c'est un peu court tout ça, et puis tu nous disais que le thème principal de cette génération c'était l'Asie. Eh bien si justement, le design de lapino rouge OV-esque de Victini est inspiré de Usage Lingo, une technique japonaise très marrante de coupe de pommes afin de leur donner une forme de lapin aux oreilles rouges. En preuve de cela, on a déjà tout son design, jusqu'aux couleurs, mais aussi le fait que dans toutes ses apparitions à la télé, on le voit manger des pommes, des bébés-pots, ou des profins ou bébés-pots, qui est le verlan de pomme, et dans toutes les langues c'est pareil. Oui, parce que chaque nom de baie du jeu est le verlan d'un fruit ou d'un légume. Autre petite anecdote, juste je pose ça là, Victini fait souvent le signe V avec ses doigts, un signe qui est très répandu dans toute l'Asie, notamment lorsqu'ils doivent faire des photos. Ça fait aussi 5 pour le 5G et accessoirement le signe de la victoire. Et ça rappelle son affiliation à Niké au passage. Bon, attaquons le gros morceau avec les gros légendaires en prenant en compte le thème de cette génération, le lien est on ne peut plus clair. Le yin et le yang du Tao. Ça paraît évident dit comme ça, mais en se penchant sur leur histoire, ça le devient encore plus. L'histoire de Zekrom, Reshiram et Kurem est assez longue. Il y a très longtemps existait un dragon hyper trop badass, et sage, et tout. D'après les habitants, il serait venu d'une comète. Deux frères l'utilisèrent pour créer la région du Nice. Cependant, chacun des frères avait une vision différente du monde qu'ils devaient bâtir. La réalité pour le frère aîné et l'idéal pour le plus jeune. Ils commencèrent donc à se battre entre eux pour défendre leur point de vue. Lorsqu'ils demandèrent au grand dragon de prendre parti, celui-ci décida de diviser son âme en deux entités distinctes, ne restant plus du cœur du dragon originel qu'une coquille vide nommée Kurem. Les deux nouveaux dragons nés de cette division étant de force égale, aucun des deux frères ne put défaire l'autre. Comprenant que leur idéologie était complémentaire et que le monde ne pouvait être aussi binaire, Parce qu'il y en a un qui veut faire de sa réalité un idéal et l'autre qui veut faire de son idéal une réalité. ils firent la paix et travaillèrent ensemble à la construction de cette région où idéal et réalité s'entrecroisent. Des années plus tard, les fils de ces deux héros reprendront le combat pour les mêmes raisons et ravageront la région du Nice par le feu et la foudre. Les dragons et leurs maîtres disparaîtront ensuite sans qu'aucun des deux camps ne sorte vainqueur. C'est au cours du jeu que le cycle recommencera lors de l'affrontement entre notre personnage et N. Cette dualité et complémentarité des deux opposés rappellent le yin et le yang. Aucun d'entre eux n'est meilleur que l'autre. Le yin représentant le noir, la face calme des choses, le froid, l'obscur et la patience, symbolisé par Zekrom, le Pokémon de l'idéal, Kuro égale noir, tandis que Reshiram, le Pokémon de réalité, Shiro égale blanc, représente lui le yang pour le blanc, l'action, le feu, le lumineux et l'impatience. Le taoïsme dont est tiré le yin et le yang fait écho à l'histoire des légendaires. En effet, d'après le symbole Taijitu, le yin et le yang n'existent que par leur dualité. Genre la lumière existe parce qu'on peut la comparer à l'obscurité. Les deux termes se définissent l'un par rapport à l'autre. Et comme on le voit avec les petits points à leur centre, chacun porte le germe de l'autre. Et c'est pourquoi aucune vision ne peut être absolue. Ainsi, l'affrontement entre Reshiram et Zekrom ne pouvait résulter qu'en un match nul. Et Kurem c'est qui? C'est pourtant clair, Kurem n'est pas représenté par les couleurs, mais par le cercle dans lequel sont contenus les symboles du yin et du yang. Sauf que là, il est vide, ou plutôt, il est le vide, que l'on appelle aussi Wuji. En fait, l'union de Reshiram et Zekrom, donc un symbole yin-yang complet, est appelée fête suprême, c'est-à-dire la frontière suprême. Or, Zekrom et Reshiram étaient réunis dans le dragon originel, le Kurem complet. Donc si Kurem est désigné comme le Pokémon frontière, ce n'est non pas pour ce qu'il est actuellement, une simple coquille, mais pour ce qu'il a été, le symbole yin-yang réuni, la frontière ultime. Un pour tous et un pour tous et tous pour. Restent les petits derniers, les 4 protégeant les Pokémon faibles. Et alors là, pour eux, je ne vois aucun rapport avec la culture à côté. C'est l'exception qui confirme la règle. Je t'avoue que moi non plus je vois pas, ils sont basés sur les 4 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Athos, le plus âgé, le plus fier, le plus sage et le chef, c'est Cobaltium. Porthos, à la puissance herculéenne et qui fonce tête baissée dans la baston, c'est Terrakium. Et Aramis, plus maniéré et paisible, c'est Dialga. Sans compter D'Artagnan, la jeune recrue prometteuse, portant des plumes sur son chapeau, chacune sur sa tête provenant des 3 autres Pokémon. Mais le rapport à l'eau de Caldeo ainsi que son nom n'est pas du hasard, puisque Caldeo, comme son nom l'indique, référence à Kelpie, une créature mythologique, mix entre un cheval marin et un humain, que l'on peut apercevoir dans le trailer des Animaux Fantastiques et du coup dans le film. Avoue, t'as pas assez bien cherché, c'est tout. Le nom fait penser au Kelpie, mais le comportement et le physique me fait clairement plus penser à une bête de la mythologie chinoise, qui a aussi inspiré Suicune, le Kilin, parce que lui au moins il a des pattes et une corde. Tiens, j'ai préparé un petit jeu. Tu vois, Kilin c'est le symbole de la justice. Kilin protège son écosystème et tous les animaux. Kilin, il s'attaque à ceux aux esprits corrompus, et il cherche la paix et évite les combats inutiles et les humains. Ah, Kilin marche de façon gracieuse, en évitant de marcher sur le moindre animal. C'est pourquoi il se déplace sur l'eau. Kilin possède une grande corne, enfin voire deux, ça dépend de la façon dont on le prend. Kilin a une crinière sur le dos, il est la monture du comte des vents du Nord, et il vit près des sources d'eau, et a le pouvoir de purifier l'eau, et parcourt le monde. Voilà, cette vidéo est terminée, et je te remercie d'avoir fait mon acolyte de remplacement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez laisser un chic, ou un chic, ou un chic, ça me ferait plaisir. C'est vous qui voyez. On se revoit pour une prochaine fois, j'espère.
À la prochaine!